Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des rendez-vous de JD2M. Je m'appelle Baptiste Beauchard, je suis juriste pour Je déclare mon meublé et dans ce podcast, je donne la parole à des professionnels du secteur de la location meublée. Spécialistes de la comptabilité, du droit, de la gestion de biens ou encore du patrimoine, ils viennent vous parler fiscalité, emprunt, investissement, réglementation et vous livrer leurs meilleurs conseils pour que vous puissiez en apprendre toujours plus sur l'activité de location meublée. Aujourd'hui, notre rendez-vous sera consacré à un acteur que l'on pourrait qualifier d'incontournable dans le domaine de l'investissement immobilier, le notaire. Quel est son rôle, pourquoi ou encore quand y avoir recours? Voici autant de questions que se posent de nombreux investisseurs, questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce podcast. Et pour cela, je reçois Nuno, notaire et fondateur du réseau Mon Notaire Conseil. Nuno, bonjour, merci de m'avoir rejoint pour cet épisode. Avant que nous ne commencions, je te propose de te présenter à nos auditeurs. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Nuno Montero, je suis notaire, j'ai fait des études de droit, forcément, pour devenir notaire. En fait, pour revenir un petit peu en arrière, il faut revenir en 97. Les années passent. 97, en fait, j'ai mon père qui a un grave accident de moto. Et du coup, mes années d'adolescence, en fait, je faisais beaucoup de sport. Mon sport, c'était le judo. Donc mes années d'adolescence, c'était aller donc au collège, aller faire mon sport et ensuite aller voir mon père à l'hôpital. Ça a duré pendant 4-5 ans. Il y a eu un grave accident de la circulation. À ce moment-là, en fait, je décide de faire du droit et à la base de me spécialiser dans les victimes d'accidents de la circulation. Finalement, de fil en aiguille, je passe mes années de droit, je vois les matières avec lesquelles j'ai le plus d'affinité et je choisis finalement le notariat. Voilà, un peu par défi, parce qu'on me dit que c'est pas quelque chose de possible pour moi, mais voilà, je choisis le notariat pour ça. Rapidement, en fait, je m'associe. On est je commence le notariat en 2007 à la fac. 2012, je m'associe. Voilà. Et je m'associe dans une des plus vieilles études de France et d'Île-de-France, l'étude qui existait avant la Révolution française. Donc on voit tout le poids de l'histoire pour les notaires. Et depuis, j'accompagne des clients sur toute la France, sur l'international et même international, avec une spécialité les investisseurs immobiliers et également en gestion de patrimoine parce que j'ai fait un double cursus. Je me suis ensuite spécialisé, donc j'ai fait un diplôme d'expert en gestion de patrimoine. D'accord, effectivement, très chargé pour être passé par la fac de droit aussi. Je sais à quel point le notariat, c'est quand même quelque chose qui peut être un peu, parfois un peu difficile d'accès. Faut avoir envie, hein. C'est vraiment une matière dans laquelle il faut avoir envie de se plonger corps et âme. Mais justement, le notariat, pas tout le monde a eu l'occasion de s'en approcher de près ou de loin. Pourtant, tout le monde globalement sait ou pense savoir ce que c'est qu'un notaire, quel est le rôle d'un notaire. Mais peut-être que justement, ce serait intéressant déjà que tu nous rappelles pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par un notaire en France? Parce que souvent, finalement, le cliché un petit peu du passage chez le notaire, c'est un peu ce passage obligé. On y va parce qu'on est obligé de le faire. Alors qu'en réalité, c'est quand même, comme pour beaucoup de choses, un peu plus compliqué que ça, ou un peu plus complet du moins. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous rappeler pourquoi est-ce que c'est important, et même de toute façon tellement important que c'en est obligatoire, de passer par un notaire en France? En fait, il faudrait remonter au droit romain. Depuis le droit romain, les notaires, en fait, qui sont donc les anciens tabellions ou écrivains publics, en fait, ont un devoir qui est de marquer dans leurs actes, en fait, le consentement, les contrats, les conventions des parties, pour y apporter date certaine, force probante et force exécutoire. Alors, ça veut dire quoi tout ça? C'est-à-dire qu'il y a certains actes pour lesquels en fait le notaire détient un domaine réservé, qu'on appelle parfois un monopole. C'est-à-dire qu'on est obligé, comme tu le disais, c'est rigolo ce terme d'obligé, on est obligé d'aller voir son notaire. Moi j'ai envie de vous dire, on va essayer de passer d'un rôle passif à un rôle actif et de ne pas subir ce passage chez le notaire. Pourquoi on est obligé d'aller voir le notaire? Parce qu'il y a certains actes, notamment tous les actes qui vont avoir un rapport avec un bien immobilier, qui doivent être signés obligatoirement chez un notaire. Toutes les signatures finales qui concernent un bien immobilier. Ça peut être une donation, ça peut être une vente, ça peut être un apport d'un bien immobilier à une société. Eh bien, pour tous ces actes-là, le notaire est le seul professionnel qui a accès aux services de la publicité foncière
pour publier les actes. Et du coup, à cet effet, les clients n'ont pas d'autre choix que de venir nous voir. Mais c'est rigolo parce que quand on dit obligé, c'est rarement quelque chose de positif dans la vie. Donc faisons en sorte que ce passage obligatoire chez le notaire soit le plus cool possible. Et prenez votre notaire un peu comme un allié, essayez d'anticiper le plus possible. C'est vrai qu'en France, comme tu disais justement, les notaires bénéficient de ce monopole de la publicité foncière. C'est pas le cas dans tous les pays, il faut le savoir. Il y a des pays où le notaire a perdu ce monopole, il y a d'autres professionnels du droit ou du chiffre qui ont accès. Est-ce qu'il y a plus ou moins de contentieux? Ça va dépendre des pays, mais en tout cas en France, on a cette image où, en effet, quasiment tous les usagers du droit, à un moment donné de leur vie, passeront obligatoirement chez le notaire. Et dans tous les cas, comme c'est également le notaire qui a le monopole pour le règlement des successions, même si vous n'avez pas acheté ou vendu de biens immobiliers au cours de votre vie, vos héritiers, à un moment donné, ils auront ce passage obligatoire devant nous. On voit le passage qui est assez risible dans Les Trois Frères, voilà, du passage chez le notaire. On a un petit peu cette image caricaturale du notariat, une image assez poussiéreuse, et que le notaire, petit à petit, essaye de moderniser pour s'adapter à l'évolution de la société, tout simplement. Très bien. Alors effectivement, comme tu le dis, c'est un peu cette image du notaire, ce passage obligé. Et justement, quand on en parlait, tous les deux, on se rend compte que souvent, le notaire, puisque on le conçoit quand on s'y connaît pas forcément comme un passage obligé, eh bien, quand on parle d'un processus de vente, ou plutôt d'achat, plutôt d'acheter un bien immobilier et d'investir, on pense au notaire finalement à la fin du début. C'est-à-dire que, en fait, finalement, le notaire, c'est celui devant lequel on va aller pour finaliser la vente. Or, justement, en réalité, le notaire, comme tu disais, c'est pas nécessairement, faut pas le voir peut-être comme le péage auquel on est obligé de passer, mais plutôt comme celui qui va accompagner. Et c'est justement, eh bien, en ça qu'on peut peut-être commencer justement la première partie de notre podcast, alors qui va être divisée en deux parties, tout simplement. C'est l'entrée du bien dans le patrimoine et puis la sortie du bien du patrimoine. La première partie, l'entrée du bien dans le patrimoine, on va surtout se consacrer, dans le cas de l'investissement immobilier, sur l'achat. Eh bien, justement, qu'est-ce qu'un notaire? C'est la première question que j'ai envie de te poser. Qu'est-ce qu'un notaire va pouvoir apporter dans un processus de vente pour justement essayer d'éviter de continuer à avoir le notaire comme simplement cette personne qui est là parce qu'elle est obligée d'être là? À quel point le notaire justement peut faire bénéficier l'investisseur de son expertise? Alors l'idée, c'est de ne pas attendre justement ce passage obligatoire en bout de piste, mais vraiment d'anticiper. Et de prendre contact le plus tôt possible avec votre notaire, parce que le notaire, outre son devoir d'authentification des actes, il va également avoir un devoir de conseil. Et ce devoir de conseil, essayez d'en profiter le plus en amont possible dans votre recherche. Il y a des notaires qui font de la transaction immobilière. C'est assez rare en région parisienne, mais ça existe quand même. Nous, chez Mon Notaire Conseil, nous n'en faisons pas. J'ai des confrères qui en font, notamment en province. J'ai des clients qui me posent souvent la question dans quoi je dois investir, surtout en ce moment avec l'actualité. Les gens ont peur que leur épargne puisse être piochée en fait par nos instances et par le gouvernement pour financer une guerre probable. Du coup, l'immobilier a toujours été une des valeurs refuge, un des placements préférés des Français. Et du coup, il y a ce réflexe. Le fait que le notaire, en fait, soit un passage obligatoire, le fait que le notaire a un monopole de la publicité foncière et qu'il bénéficie de ce monopole qui lui est accordé par l'État, il y a une confiance légitime qui est accordée par les usagers au notariat. Et cette confiance se traduit dans le fait que pour chaque décision importante au cours de leur vie, lorsque le client a assimilé quels étaient les avantages de consulter régulièrement son notaire, eh bien l'usager va consulter le notaire avant de prendre toute décision importante. Et donc avant de réaliser un achat immobilier, forcément, il faut consulter votre notaire. Bien entendu, il faut également consulter votre banquier pour déterminer votre capacité d'endettement, savoir à combien vous pouvez acheter, pour éviter de vous porter acquéreur sur des biens que vous n'allez finalement pas pouvoir acheter. Vous allez perdre du temps, perdre de l'argent et faire perdre du temps à des professionnels. C'est pas tant au niveau de la capacité financière, ça va être au niveau de l'analyse administrative, juridique et fiscale de votre projet. Tout d'abord, l'analyse administrative. Lorsque je vais acheter un bien immobilier, en fonction du projet, notamment si je veux faire de la location meublée, je dois vérifier, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des autorisations préalables à obtenir? Est-ce qu'il y a dans la ville un permis de louer? Est-ce que, par exemple, si j'achète un immeuble de rapport, s'il y a plusieurs logements à l'intérieur, était-il nécessaire ou sera-t-il nécessaire d'obtenir une autorisation pour diviser, même si je ne divise pas en propriété, mais en jouissance? Il y a par exemple certains PLU, des plans locaux d'urbanisme, qui imposent
de demander une autorisation préalable en mairie lorsque je vais scinder un ensemble immobilier en plusieurs lots. Pourquoi? Parce que Baptiste, dès lors que tu as plusieurs lots, tu vas avoir plusieurs familles, donc plus de véhicules. Et aujourd'hui, la problématique du stationnement en France, c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Donc, il faut être très prudent, le plus en amont possible, demander l'avis de professionnels, notamment du notaire, qui va analyser en fonction de l'adresse de votre projet, est-ce qu'il est nécessaire d'obtenir des autorisations spécifiques en fonction des règlements et du plan local d'urbanisme en vigueur. Ensuite, d'un point de vue fiscal, bien, c'est en amont en fait qu'il faut prendre les décisions. D'accord ? Je vois trop de gens en fait qui souffrent parce que, vu le contexte économique mondial actuel, mais encore plus national, on l'a vu au cours de l'année 2025, on a déjà parlé ensemble, avec cette loi de finances qui vient changer un petit peu la donne, notamment pour les loueurs en meublé. Si j'ai une stratégie qui est basée uniquement sur la fiscalité, forcément, je vais souffrir, je vais surréagir. Parce que ce qui est certain, c'est que notre dette publique en France ne fait que croître et il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter l'imposition. Donc l'impôt, on va le chercher là où il y a des recettes probables. Et les loueurs en meublé, les investisseurs immobiliers font partie de ces recettes probables. Donc il faut que j'anticipe ma stratégie et que la fiscalité reste vraiment la cerise sur le gâteau et qu'avec mon notaire, je définis justement quelle va être ma stratégie. Court terme, moyen terme, long terme. Donc on a vu administratif, fiscal, également juridique, notamment si c'est un bien en copropriété, je dois en fonction du type de location que j'envisage, vérifier si c'est compatible avec les règles prévues dans le règlement de copropriété, que je n'ai pas de difficulté dès que j'arrive en copropriété avec mes voisins, avec le syndic de copropriété, qui pourront tout simplement me faire arrêter mon activité de location si je ne respecte pas le règlement de copro. Que ce soit, par exemple, tu as des interdictions de colocation, de location meublée, de location courte durée, parce que ça peut créer des nuisances supplémentaires. Effectivement, sur la courte durée, je rebondis. Là, tu fais référence en fait à cette nouvelle possibilité donnée aux copropriétés par le biais de la loi Le Meur, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2025. On le sait maintenant, les copropriétés dans lesquelles il figure déjà une clause d'habitation bourgeoise pourront maintenant voter une interdiction de mise en location de logement sur la courte durée à une majorité des 2/3 des voix. Donc effectivement, et ça c'est quelque chose qui va pouvoir être mis en place progressivement. Chaque année, finalement, les copropriétés pourront voter sur la question si elles le décident. Donc ça, c'est très important. Même si, cependant, on le rappelle, comme tu l'as dit, il n'y a pas que la courte durée. On peut quand même aussi faire de la longue durée. On peut se renseigner là-dessus. Tu nous as parlé de 3 points vraiment qui étaient très importants. Il y en a peut-être aussi un quatrième qu'on a évoqué. C'est ne serait-ce que même une fois qu'on a décidé comment investir, quel était le meilleur investissement, il va y avoir un autre facteur, ça va être aussi sa propre situation. Tout simplement sa situation matrimoniale. Le notaire, là-dessus, justement, par sa connaissance des mécanismes d'union, de transmission des biens, va avoir un petit peu ce côté regard sur l'avenir qu'on n'a pas toujours. Le notaire, il peut voir à 10, 20, 30 ans. Enfin, il ne peut pas voir l'avenir, mais il peut au moins essayer de le prévoir. Est-ce que tu peux aussi nous dire un mot de l'importance aussi de prendre en compte ces éléments-là, alors à l'instant présent ou parce qu'ils peuvent évoluer, la situation matrimoniale peut évidemment évoluer au cours de la vie, et justement le notaire il a une expertise là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les grandes lignes, ce qui est important là-dedans? Tu as tout à fait raison Baptiste, il y a une seule chose qui est immuable, c'est le changement, et tout évolue au cours de la vie, et donc forcément, dans votre vie d'investisseur, j'ai pour habitude de dire qu'il y a plusieurs étapes, et ces étapes vont également suivre votre vie civile, votre vie patrimoniale, votre vie personnelle. Le notaire, il est là pour répondre à vos besoins, mais également pour aller identifier des besoins que vous n'avez même pas encore vous identifiés ou exprimés. Et forcément, on a un devoir de conseil lorsque j'ai par exemple un couple qui vient pour acheter un bien immobilier, je dois les alerter sur les conséquences de cet achat immobilier, notamment s'il arrive quelque chose à l'un des deux, que ce soit un accident de vie, une incapacité, une séparation ou un décès. On sait qu'aujourd'hui en France, il y a un petit adage qui nous dit que les concubins se désintéressent du droit, donc le droit se désintéresse des concubins. Et il y a de moins en moins de personnes qui s'engagent dans les liens du mariage, donc on sait que si les gens veulent se protéger, si c'est un couple qui achète un bien immobilier ensemble et qui veulent se protéger, il va falloir anticiper. Parce que sinon, en fait, la transmission, elle va être subie d'un point de vue civil et fiscal. Et d'un point de vue fiscal, c'est très simple. Si on ne fait rien, même si je prévois un testament au profit de mon compagnon ou ma compagne de vie, cette dernière, va devoir payer 60% de droits de succession à l'État. Donc c'est un petit peu un cadeau empoisonné, parce que on achète un bien à deux, je vais faire un testament dans lequel je vais dire, tiens,
s'il m'arrive quelque chose, je veux que ma moitié revienne à mon partenaire. Ben, mon partenaire va devoir payer dans les 6 mois du décès 60% de droits de succession à l'État. Donc en fait, mon principal héritier, ça va pas être mon partenaire, ça va être l'État. Donc soit ça vous convient et vous partez juste avec l'information, mais au moins vous avez déjà l'information, soit ça ne vous convient pas et on va chercher les solutions. Des solutions, on peut en trouver du côté du mariage, mais également du côté du Pacs. Attention, le partenaire de Pacs n'hérite pas. Le partenaire de Pacs va avoir la même fiscalité qu'un couple marié, c'est-à-dire qu'on va passer de 60% à 0, une exonération totale, mais il faut bien entendu faire un testament pour pouvoir hériter. Et dans le testament, on va indiquer si on prévoit une protection juste sur le bien qu'on est en train d'acheter, sur l'ensemble des biens. Est-ce qu'on fait une protection en pleine propriété, juste en usufruit? C'est vraiment à la carte. Vous êtes au restaurant et vous allez, avec votre notaire, définir sur mesure le régime de protection qui vous convient au profit, que ce soit de votre partenaire, de votre famille. En tout cas, on est obligé d'anticiper ces choses pour ne pas les subir. Et le notaire, il va avoir ce rôle. Il va vous éclairer. Il va vous indiquer, voici les points d'attention que vous devez avoir, voici les sujets que vous devez traiter. On vous délivre l'information, à vous d'en débriefer entre vous pour qu'on puisse, une fois que vous avez la solution que vous souhaitez obtenir, bien c'est le notaire qui va définir la stratégie. Et ça fait lien à quelque chose que tu disais en ouverture finalement du podcast, qu'il faut à chaque événement marquant de la vie aller voir son notaire. Là, on a pris l'exemple par exemple d'un couple qui veut investir, mais ça vaut aussi si par exemple on a déjà investi et que d'un seul coup on veut se marier, on veut se paxer ou on rentre en concubinage, bah, c'est aussi à ce moment-là qu'il faut aller voir le notaire pour voir quel va être l'avenir de ce bien-là, justement bien par rapport à l'évolution de sa situation matrimoniale. Alors finalement, là j'ai un peu envie de te poser une question piège. De ces 4 points importants, quelle est la hiérarchie? Qu'est-ce qu'il faut déterminer d'abord? Est-ce qu'il faut d'abord aller regarder l'objectif qu'on va avoir avec ce bien? Est-ce qu'il faut d'abord aller regarder sa situation matrimoniale? Est-ce qu'il faut commencer par regarder la réglementation qui va s'appliquer? Enfin, comment on choisit finalement? Comment est-ce que ça peut se passer? Alors, on l'a dit quand on a préparé ce podcast, il n'y a pas de recette miracle, mais tu m'as parlé d'une notion que toi tu utilises pour essayer de t'y retrouver un peu dans tout ça et d'aider tes interlocuteurs à s'y retrouver, c'est celle de total return. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer en quelques mots finalement ce que c'est que cette notion et pourquoi est-ce qu'elle est très importante pour les gens qui veulent investir? Quand je parlais tout à l'heure d'étapes au cours d'une vie patrimoniale, eh bien on va tout de suite commencer par la dernière étape. On est tous ici de passage. Voilà, je ne sais pas combien de temps dure la vie de chacun, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a 2 choses certaines dans ce monde, c'est la mort et les impôts. Partant de ce postulat, eh bien, il faut anticiper cela pour ne pas le subir. Comment? Eh bien, on va regarder justement ce qu'il se passe, si on ne fait rien, et 2, comment je vais pouvoir anticiper, optimiser pour prévoir la protection la plus adaptée à mes souhaits, sur mesure. Quand je parle de total return, c'est que je sais qu'à un moment donné, je vais mourir. Donc le patrimoine que je vais laisser à mes héritiers, eh bien, on va regarder comment ils vont le recevoir. Quelles vont être les conditions, quelles vont être les conséquences. Au niveau des conséquences, je sais que j'ai de la fiscalité. J'ai, Cocorico en France, une fiscalité successorale, quasiment les champions du monde de la fiscalité successorale, champions du monde du mauvais côté malheureusement, ou du bon côté si on se place du côté de l'État. En tout cas, un taux de taxation qui est énorme, même en ligne directe, qui va de 5 à 45%, et on a dit tout à l'heure qu'il peut même aller jusqu'à 60% entre 2 personnes qui n'ont pas de lien de parenté. Donc, pour éviter ça, il y a des solutions donc de transmission anticipée, on pourra détailler un petit peu plus tard tout à l'heure. Donc, mon total return, c'est le montant net qui me reste à la fin, que ce soit pour mes héritiers si je décède, donc je dois aussi englober le montant des droits de succession, c'est-à-dire que au cours de ma vie, j'achète un bien immobilier, tous les mois je vais payer mon prêt, sauf si j'achète cash, je vais payer également une assurance, au moins en tant qu'assurance propriétaire non occupant. Je vais payer, et on le conseille, une assurance loyer impayé. Je vais payer, si le bien est en copropriété, des charges de copropriété. S'il y a des travaux au cours de l'année, je vais payer des travaux, ravalement, toiture ou autre. Je vais payer une taxe foncière. Je vais payer des impôts sur ces loyers. D'accord. Et à la fin de ma vie, mes héritiers vont en plus payer des droits de succession. Donc lorsque je parle de total return, c'est regarder la valeur d'entrée dans mon patrimoine, plus l'ensemble des frais,
et à la fin, combien il me reste. Combien il me reste si j'arbitre le bien. C'est-à-dire que si je le vends de mon vivant, je cumule tout ce que j'ai payé, combien il me reste si je vends après fiscalité. Et si je décède, eh bien, combien il va rester dans le patrimoine net de mes héritiers après avoir, moi, payé mes mensualités, mes charges, mes impôts, et que mes héritiers payent en plus, donc les droits de succession. Souvent, les gens parlent d'un taux de rendement. C'est pas une notion que j'affectionne particulièrement parce que on peut avoir des biens qui n'ont pas un très gros rendement, mais qui vont avoir une belle plus-value. Et c'est cela qu'il faut prendre en compte également dans le total return. C'est-à-dire que si j'ai un bien avec un petit rendement de 3-4%, mais que j'ai un bien qui se revalorise tous les ans, eh bien, à la fin, dans mon total return, je vais avoir cette plus-value qui était latente que je vais encaisser d'un coup. Et c'est cela que je dois comparer par rapport à un bien avec un fort rendement, 10-12% peut-être, mais un bien qui ne va pas se revaloriser. Donc bien entendu, ça va aussi dépendre du souhait de chacun. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez un complément de revenu? Ou est-ce que vous cherchez quelque chose de plutôt patrimonial pour vous, d'ici quelques années, si vous souhaitez modifier, freiner votre activité, ou plutôt pour vos héritiers, pour leur laisser un patrimoine net le plus important possible? Alors, merci beaucoup. Effectivement, c'est très important ce que tu soulignes. Hein. On voit quand même, c'est vrai que la première chose, c'est la rentabilité, le rendement. Alors, on sait quand même que là-dessus, il y a un impact, notamment de la fiscalité. Tu l'as dit, la fiscalité pèse, évidemment, pendant l'activité. Mais du coup, c'est important aussi de choisir quand même une fiscalité qui va être adaptée. On le sait quand même en location meublée. Quitte à investir dans l'immobilier, c'est quand même encore, eh bien, le domaine d'investissement immobilier dans lequel il y a la meilleure rentabilité, la fiscalité la plus attractive. Mais pour autant, effectivement, c'est important quand même de prendre en considération la globalité, notamment la transmission. On le sait aussi, il y a des mécanismes qui permettent aussi d'anticiper ça. On en parlera plus tôt dans des parties, notamment le démembrement et des questions comme ça. Donc voilà, tout est optimisable, évidemment. L'important étant d'être bien conseillé pour ça. Mais ce que je te propose, c'est que là maintenant, on avance un petit peu dans le temps. On a vu, ce qui nous permet de choisir. On a vu à quel point, justement, je pense que tu l'as très bien illustré, à quel point le notaire peut nous amener à prendre conscience de choses auxquelles on n'avait absolument pas pensé, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, évidemment. Mais du coup, c'est extrêmement important d'aller consulter un notaire. Alors là, on a vu la phase conseil, mais il y a également une phase peut-être un petit peu plus administrative, si je puis dire. C'est une fois qu'on s'est décidé, une fois qu'on a visité un bien, qu'on s'est mis d'accord, on va arriver à l'étape de ce qu'on appelle la promesse de vente, qui n'est pas encore l'acte d'achat. Cette promesse de vente, généralement, on a tendance certainement à la conclure devant une agence, c'est celle qui a fait visiter le bien, celle qui s'occupe de gérer un petit peu tout ce qui va surtout à la vente. Ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est qu'une promesse de vente, on peut la passer devant un notaire. Et ça, justement, tu me le disais, c'est très intéressant. Juste avant peut-être, et justement pour introduire un peu ce propos et le rôle du notaire et l'avantage peut-être de passer une promesse de vente devant un notaire, est-ce que tu peux peut-être déjà nous rappeler ce que c'est que la promesse de vente, globalement, en quoi ça consiste et quelle est la valeur d'une promesse de vente? C'est vrai qu'en général, on ne va pas à la vente de définitive de suite. En général, les parties se mettent d'accord dans un contrat qu'on appelle une promesse de vente, un avant-contrat. Dans cet avant-contrat, en fait, on va définir les modalités de la vente. C'est-à-dire que qui est le vendeur, qui est l'acquéreur, quel est le bien objet de la vente, quel est le prix, quelles sont les conditions suspensives qui, en cas de réalisation, vont nous permettre de passer la vente finale. Cet avant-contrat, souvent appelé promesse de vente, soit il est établi sous seing privé, directement signé entre les clients, avec l'aide ou non d'un agent immobilier, soit il est établi chez le notaire, où on va parler de promesse authentique de vente. Toujours pareil, le caractère d'authentique, ce sont les attributs qu'apporte donc le notaire à un acte qui va être régularisé devant lui. Donc l'intérêt de la promesse authentique, date certaine, force probante, force exécutoire et le devoir de conseil du notaire. Dans tous les cas, que vous signez une promesse authentique ou une promesse sous seing privé, avec ou sans l'intervention d'un agent immobilier, je recommande toujours aux clients de faire appel au notaire pour à minima analyser le projet avant que vous ne le signiez. Car en réalité, c'est pas l'acte de vente le plus important. L'acte de vente ne va faire que constater la réitération en fait des engagements, des conventions conclues entre les parties au stade de la promesse. L'acte le plus important, c'est vraiment la promesse de vente. C'est là où on va sceller en fait le consentement, la volonté du vendeur et de l'acquéreur de manière définitive. On ne peut plus modifier parce que ce que le mutuel consentement a fait, seul le mutuel consentement peut le défaire. Donc il faudrait l'accord des deux
pour modifier les conditions prévues dans la promesse de vente. C'est pour ça qu'il est très important, en amont, avant de signer cette promesse, que ce soit la promesse chez le notaire, promesse sous seing privé, de consulter son notaire par rapport au point qu'on évoquait tout à l'heure. Tu me posais la question chronologiquement, ce qui était le plus important. La partie fiscale, à mon sens, c'est juste la conséquence. La partie patrimoniale, elle peut être gérée entre la promesse et la vente, ou le jour même de la vente, on peut prévoir des dispositions. Par contre, la partie juridique, la partie administrative, ça doit être géré avant même de signer la promesse de vente. Parce qu'une fois j'ai signé ma promesse de vente, même si en France, je suis surprotégé en tant qu'acquéreur parce que je bénéficie d'un droit de rétractation dès lors que je suis un particulier qui achète un bien à usage d'habitation, je bénéficie d'un délai de 10 jours. Petit aparté, Baptiste, attention, hein, ça c'est un texte français qui ne s'applique qu'en France. Pour tous les investisseurs qui en ce moment regardent un petit peu en termes de diversité et qui veulent acheter des biens à l'étranger, attention, on a ce réflexe, mais cette protection n'existe pas. J'ai trop de clients qui m'appellent en disant bon bah Nuno, finalement je veux plus acheter, je m'étais porté acquéreur d'un bien en Espagne, en Italie ou au Portugal, qui sont les pays à la mode en ce moment, et du coup je veux plus acheter. Ah oui, mais t'as pas de droit de rétractation en fait. Donc là, il faut aller au bout, sinon tu vas perdre ta clause pénale. Donc si on revient en droit purement français, eh bien on sait que cet avant-contrat, authentique ou sous seing privé, c'est le contrat le plus important. Donc je fais mes vérifications en amont, et même si c'est une promesse via agence, je demande à l'agence de m'adresser le projet du compromis que je fais analyser à mon notaire pour qu'il me dise, voilà, est-ce que peut-être il faut vérifier des éléments supplémentaires, le règlement de copropriété, les derniers PV d'AG, pour voir si par exemple il va y avoir des travaux de ravalement ou de toiture, des travaux importants de prévus en termes de gros œuvres sur les parties communes. Ça, c'est des choses sur lesquelles le notaire va pouvoir vous aider le plus tôt possible en amont, avant que vous soyez définitivement engagé. Et alors, effectivement, et il y a aussi un point sur lequel je voudrais te faire revenir, puisque là, tu nous as parlé de l'importance de la promesse de vente. On a senti quand même dans ton discours que tu prenais surtout le point de vue de l'acheteur, mais ça vaut également pour le vendeur. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot aussi de l'importance de passer, de prendre conseil peut-être d'un notaire quand on vend son bien? Tu me parlais notamment du fait que même s'il n'y avait pas ou très peu d'éléments impératifs dans une promesse de vente, il y avait quand même des usages. Or, ces usages, quand on est en particulier, qu'on vend un bien, on les a pas forcément en tête. Le notaire, lui, généralement, les a, ou du moins a beaucoup plus de chances de les avoir. Est-ce que tu peux nous en dire rapidement aussi un petit mot, cette fois-ci en prenant plutôt le point de vue du vendeur? Alors, du point de vue du vendeur, il y a des choses importantes. On sait que la loi impose certaines choses, après il y a d'autres choses qui sont conventionnelles, qu'il faut donc négocier entre le vendeur et l'acquéreur. Notamment tout ce qui va être remboursement de taxes foncières, c'est un usage. 95% des ventes prévoient ce remboursement au prorata, c'est-à-dire que les impôts ne vont pas s'amuser à faire une taxe foncière pour le vendeur et une taxe foncière pour l'acquéreur. Imagine, Baptiste, je te vends un bien immobilier au cours de l'année 2025, eh bien c'est moi qui étais propriétaire au 1er janvier, l'État va m'adresser à moi, en tant que vendeur, la taxe foncière pour toute l'année. C'est moi donc qui vais régler la taxe foncière pour toute l'année 2025. L'usage, c'est que toi, tu vas me rembourser directement à moi, eh bien le prorata, en fonction du nombre de jours qui restent à courir, à compter de la signature de l'acte de vente définitive jusqu'au 31 décembre. Au niveau de ces usages, il y a également des remboursements à prévoir pour les charges de copropriété, si c'est un bien qui est en copro. De la même façon, je vais avancer le trimestre, pour le trimestre en cours, et le jour de la vente, eh bien, tu me rembourseras le prorata en fonction du nombre de jours qui restent à courir, à compter de la vente jusqu'à la fin du trimestre. D'autres sommes également, le fonds de roulement et le fonds travaux allure. Ça, il y a souvent débat entre le vendeur et l'acquéreur. Et je recommande aux clients de se mettre d'accord le plus tôt possible pour éviter que ce soit un sujet de friction. C'est quand même dommage lorsqu'on s'est mis d'accord sur la transaction d'un bien immobilier, on parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros, et finalement, arriver à une friction, voire une tension entre le vendeur et l'acquéreur le jour de la signature de la promesse ou de la vente finale pour un remboursement de quelques dizaines ou centaines d'euros. Je trouve ça un peu dommage que ce soit tendu sur ce sujet. Donc, anticipez le plus possible. Et donc, parlez-en à votre notaire, et votre notaire saura de toute façon anticiper aussi ce point et vous alerter sur ce sujet. Également, pour le vendeur, il peut y avoir d'autres conséquences. Est-ce qu'il peut vendre seul? Est-ce qu'il a besoin de l'autorisation, par exemple, de son conjoint? Il y a des gens qui se disent, le bien, il est qu'à moi, du coup, je peux le vendre seul. En effet, mais le Code civil prévoit, dans certains cas, notamment si c'est le logement de la famille, même si vous êtes seul propriétaire, dès lors que vous êtes marié, il faut l'intervention de votre conjoint. Ça, les gens ne le conçoivent pas forcément. Ils ont du mal à assimiler cette chose-là. Ils se disent, attends, mais pourquoi je vais demander l'autorisation de mon conjoint alors que je suis seul propriétaire?
Bah, tout simplement parce que c'est prévu ainsi. Il y a une sorte de surprotection du logement de la famille, prévue dans notre code civil depuis 1804. Très bien. Alors, on va retourner maintenant du côté plutôt de l'investisseur, de l'acheteur. Maintenant qu'on a vu cette étape de la promesse de vente, on a une autre étape qui arrive, ça va vraiment être celle de la signature de l'acte de vente. Mais tu me disais aussi que même ne serait-ce qu'entre ces deux étapes, on peut encore bénéficier de l'aide de son notaire, de son expertise, notamment par exemple si on veut exercer son activité de location par le biais d'une société. Là aussi, le notaire peut apporter son aide. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, notamment qu'est-ce qui peut aider, que ce soit à prévoir, à préparer, pour que une fois que le bien aura vraiment le transfert de propriété aura été effectué, l'activité puisse d'ores et déjà se lancer dans les meilleures conditions. Ce qu'on recommande toujours à nos clients, c'est de signer donc l'avant-contrat en nom propre avec une faculté de substitution, ce qui permettra à l'acquéreur en fait de se substituer au profit d'une société qui va, au moment de l'acte final, acheter en lieu et place de la personne physique. Ça peut être intéressant d'un point de vue patrimonial, également d'un point de vue fiscal. Le fait de signer en nom propre, ça permet de bénéficier du droit de rétractation si je suis en train d'acheter un bien à usage d'habitation, alors que si j'ai acheté en société, sauf dans certains cas, je ne vais pas pouvoir bénéficier du droit de rétractation. Donc, le conseil, c'est plutôt signer la promesse de vente en nom propre avec la faculté de substitution, avec l'aide de mon notaire, éventuellement d'un expert comptable ou d'un fiscaliste. On va regarder quelle est la stratégie. Où est-ce que je vais? Quel est mon cap? Pour ceux qui naviguent un petit peu, voilà, si tu n'as pas de cap, en fait, tu vas être sujet aux aléas des tempêtes, du vent, en fait, qui va te faire tourner en rond. C'est la même chose pour un investisseur. L'investisseur doit savoir quel est son cap, quel est son point d'arrivée final, et en fonction de cela, on va définir la meilleure solution. Et parfois, voire souvent, la société est un des outils, est une bonne solution pour te permettre d'arriver à bon port sans avoir perdu trop de plumes d'un point de vue civil et fiscal. Alors, le notaire va pouvoir, à ce stade-là, te conseiller sur l'intérêt de créer une société, quelle forme sociale choisir, quelle va être la fiscalité et quelle sera aussi la fiscalité à la sortie. Donc, il est important de prendre le temps, soit avec un notaire qui va identifier ce besoin, soit vous-même d'interroger votre notaire, dire voilà, maître, je ne sais pas si je dois acheter en nom propre ou en société, est-ce qu'on peut faire un petit point? Et comme ça, on va peser les pour, les contre, les avantages et les inconvénients, et voir quelle est la meilleure solution pour vous. Et j'insiste, c'est du sur-mesure. C'est votre solution, c'est votre cap, c'est votre objectif de vie. C'est pas parce que votre copain, vos amis, votre voisin, ou sur Internet, vous avez vu une vidéo sur ah bah tiens, cette solution elle est excellente, qu'elle va être bonne pour vous. C'est du sur-mesure. Et finalement, une fois qu'on décide ça, on se rend compte qu'on en arrive au moment de la vente, et c'est très intéressant parce que c'est presque le moment sur lequel on aurait le moins de choses à dire ensemble, alors que c'est le moment auquel on pense en premier au notaire, où on se dit, finalement, quand on dit notaire, on se dit, bon, bah, ça y est, il faut passer devant un notaire au moment de vendre, alors qu'en fait, on se rend compte que, bah, comme tu le disais, le moment de la vente, le moment, finalement, où on a uniquement l'obligation de passer chez le notaire, c'est simplement pour constater quelque chose. Le notaire vient juste constater un transfert de propriété. C'est pas le moment de négocier, ça on l'a vu, c'était au moment de la promesse de vente. C'est pas à ce moment-là qu'il faut se poser la question de sous quel statut on investit. Donc finalement, le seul moment qui est obligatoire, c'est peut-être celui qui a le moins, qui peut potentiellement avoir le moins de valeur ajoutée. Il est obligatoire parce que quand même, voilà, le notaire permet aussi de sécuriser, de donner, un cadre extrêmement rigoureux. Donc évidemment, il est important, mais c'est pas forcément le moment qui a le plus de valeur ajoutée pour l'investisseur. Toute la valeur ajoutée du notaire, quand on parle de l'achat, parce qu'après on va évidemment passer au cas de la vente, c'est finalement dans toute la préparation du projet jusqu'à son aboutissement. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant et même conseillé finalement d'aller prendre conseil auprès de son notaire, non pas au dernier moment, mais justement dès le début de cette action, surtout comme on l'a vu, le notaire, au moment de l'achat, lui, va déjà être en train de penser éventuellement alors à la sortie du patrimoine, pas nécessairement la vente. Et c'est justement ce que je te propose, c'est qu'on se serve de cette transition pour passer à la deuxième partie de notre podcast, c'est-à-dire que là, on a eu l'occasion de parler de tout l'intérêt d'aller voir son notaire pour préparer son projet d'investissement immobilier, se poser les questions du statut, du but final, de la fiscalité, enfin vraiment toutes ces questions-là. Et on le sait justement, ces questions-là, on peut se les poser en miroir parce qu'on se les pose à l'entrée dans le patrimoine et à la sortie. Donc ce que je te propose, c'est qu'on passe maintenant à la partie sur la vente. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux
ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.